Bien, bonjour à tous, bienvenue sur ce premier événement du club, donc du nouveau club Future of Work. Nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Claude Delgenès et Rodolphe Dutel. Alors, ce que je vous propose, puisque c'est le premier événement du club qui vient d'être lancé, comment on va organiser l'événement, c'est d'avoir une première brève introduction du club, de son fonctionnement et des thèmes qui ont été identifiés par les alumni comme étant les thèmes d'intérêt. Suite à cela, on pourra passer à peu près 1 heure d'échange avec Rodolphe et Jean-Claude sur donc, le thème du jour qui est le télétravail. Donc on aura une première partie qui sera plutôt un format table ronde avec nos 2 intervenants. Et ensuite, on réservera 30 minutes pour toutes vos questions-réponses. En fonction du nombre de participants, là, on est une quarantaine. Donc, le format qu'on va faire, c'est que vous pourrez noter toutes vos questions sur la discussion Zoom. Et donc là, on pourra, avec Claude Perrol, noter vos questions et les présenter aux intervenants pendant cette session-là. Troisième partie, pour ceux qui le souhaitent, et bien sûr pas obligatoire, on pourra poursuivre les échanges en sous-groupe de 6 personnes sur 2 thématiques clés qui ont été identifiées, notamment sur le pré-sondage de l'événement, qui sont on le verra, l'impact, comment adapter nos pratiques managériales face au télétravail, et deuxièmement, comment ou peut-on ou doit-on adapter nos business models face au télétravail? Est-ce qu'on a des opportunités d'innovation avec le télétravail? Avant de commencer, 2 remarques importantes. L'événement est enregistré par l'association, notamment sera certainement diffusé sur le blog. Deuxième remarque, l'un de nos intervenants, Jean-Claude Delgenès, est accompagné de Pauline Bensassi, qui est journaliste à M6 et qui réalise une émission sur le thème du bore-out dans les entreprises. Donc, il suit Jean-Claude dans le cadre de ce programme. Et donc, elle va également faire quelques prises de vue, d'images et de contenu de l'événement. Donc, bien sûr, les images diffusées, ce seront sous réserve de l'acceptation des personnes en jeu. Mais n'hésitez pas, en tous les cas, à faire part de, si vous souhaitez surtout pas apparaître, à faire part à moi-même ou à Magali. Une autre remarque sur ceux qui souhaiteront participer aux Breakout Rooms. Donc, il y aura 2 thèmes. Le premier, donc, comment faire évoluer nos pratiques managériales pour accompagner le télétravail. C'est le thème 1. Le second thème, quel impact et opportunités du télétravail sur certains secteurs et sur le modèle d'affaires de nos organisations. Donc là, on va être répartis en breakout rooms que Magali va organiser et piloter. Donc n'hésitez pas pendant tout l'événement, si vous souhaitez participer à l'un de ces 2 ateliers, de noter également dans le fil de discussion quel atelier vous souhaiteriez rejoindre. Et donc Magali va affecter les sous-groupes. Et donc ça, vous pouvez le faire dès à présent. Magali se charge de tout. N'hésitez pas aussi à faire des petits signes. Là, on est nombreux, donc c'est plutôt un format webinar, mais sur le fil de discussion, si vous voulez intervenir ou autre de façon urgente, à faire signe. Et Claude et Magali et moi-même, nous chargerons de vous donner la parole à ce moment-là. Donc, lancement du club. Donc, je suis ravie de lancer ce club qui a été fortement sollicité. Et depuis qu'on le lance, on a aussi beaucoup de retours très engageants et enthousiastes de personnes qui souhaitent et d'alumni qui souhaitent participer. Donc, l'objectif du club, c'est de réfléchir aux enjeux et aux évolutions du monde du travail. Comment la technologie, les nouveaux modes de travail évoluent et impactent notre manière de travailler. L'idée étant à la fois d'être inspiré par différents modèles et différentes organisations et intervenants, mais à la fois de réfléchir ensemble sur des solutions concrètes de nouveaux modes de travail à apporter. Donc, on a lancé une enquête de lancement que vous avez dû pouvoir passer sur les emails. Donc, merci beaucoup aux 85 alumni qui ont répondu à l'enquête. Vous avez dû tous recevoir pour les participants les résultats un peu de cette enquête préalable de lancement de club. Pour ceux qui n'ont pas reçu, n'hésitez pas à me revenir ou à revenir vers Magali pour qu'on vous envoie également le petit document de synthèse.
Donc, suite à cette enquête, l'objectif, c'était en particulier d'identifier quels sont les thèmes qui nous intéressent et donc quels événements lancer dans l'année qui vient. On a vu qu'il y a clairement 5 sujets qui intéressaient le plus les alumni qui a répondu. Le premier, c'est le nouveau rôle du leadership. Comment faire évoluer nos pratiques managériales, notamment vers des pratiques plus collaboratives. Le second, c'est quel est l'impact et également comment utiliser les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle donc sur nos organisations. Sujet numéro 3, le fonctionnement en écosystème. Comment davantage fonctionner les entreprises avec leurs fournisseurs, avec les startups, avec leurs clients. Et donc, quels nouveaux écosystèmes, quels nouveaux fonctionnements apparaissent et comment les exploiter et mieux travailler en écosystème de manière distribuée. Quatrième sujet qui ressortait beaucoup, c'était tout ce qui était entreprise à mission. Donc ça, c'est un thème, je vois que Sophie est là, qui est très en lien avec le club aussi Business and Society de l'école. Donc on fera un événement sur ce thème. Et enfin, la gig economy, ou l'économie à la demande, donc de tous ces nouveaux travailleurs qui travaillent en freelance, en temps partiel. Et donc, quelles évolutions et comment mieux les intégrer au sein des organisations. Sur les formats des événements, alors ça va être très expérimental, donc là il y aura n'hésitez pas suite à cet événement à faire part de vos feedbacks, mais l'objectif ce sera à chaque fois de bénéficier de l'intervention d'un ou deux intervenants qui pourront partager leur expérience pertinente sur le sujet, et par la suite, pour ceux qui le souhaitent, donc se répartir en sous-groupes pour réfléchir ensemble à des solutions concrètes. Comme vous avez pu le voir, sur cet événement, on lancera en préalable à chaque événement une brève enquête en quelques questions qui nous permettra un peu d'établir des statistiques ou comment chacun se situe par rapport au thème. Donc là, par exemple, aujourd'hui, sur le télétravail. Et ensuite, suite aux événements, l'idée, c'est de voir aussi comment on peut continuer à réfléchir ensemble et travailler sur les différents sujets abordés. Le format est encore à confirmer. Donc voilà, donc voir comment on pourra, notamment à très court terme, poursuivre les échanges sur le télétravail et les solutions qu'on sera en train chacun peut-être de tester ou mettre en place dans nos propres organisations. Merci beaucoup aussi. On a eu 11 alumni qui ont proposé pendant l'enquête de lancement du club d'accueillir ces événements. Donc sur les 5 thèmes, les 5 conférences qui ont été identifiées, on a déjà 5 lieux également à identifier. Donc merci beaucoup aux alumni pour ça. Le but, c'est vraiment d'essayer aussi au maximum de faire de ce club un club assez circulaire. Et ça passe aussi par l'accueil des événements. Une fois, bien sûr, qu'on pourra tous se voir en physique, ce qu'on espère arriver très vite. Thème du jour, le télétravail. Le télétravail comme nouvelle norme. Donc je pense qu'on est nombreux à voir que c'est un sujet du moment. On a vu nombre d'enquêtes, de conférences, d'événements sortir autour de ce sujet. C'est vrai que c'est un sujet qu'on a tous expérimenté en plus ou moins grande mesure ou de plus ou moins près pendant cette période de confinement. On a pu peut-être parfois en éprouver certaines limites, en voir aussi les avantages. On a de nombreuses organisations aujourd'hui qui sont en train de repenser leur organisation du travail et de comment intégrer davantage de télétravail. Certains groupes comme LVMH ou Société Générale lancent des enquêtes auprès de leurs collaborateurs pour définir les fonctionnements cibles et ce qu'ils souhaitent. Certains groupes comme PSA définissent que le télétravail et dit que le télétravail c'est une nouvelle norme. D'autres, comme Google ou Twitter, annoncent que leurs collaborateurs pourront rester en 100% télétravail jusqu'en 2021. Donc on voit que c'est un sujet qui pose nombre de questions. Est-ce que le télétravail est-il pour tous, pour toutes les organisations, pour tous les types de jobs? En quelle mesure? Dans quel cadre? Quels sont les risques éventuels, à la fois pour les collaborateurs ou les organisations? Donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Rodolphe Dutel et Jean-Claude Delgenès. Donc Rodolphe Dutel est le fondateur de Remotive, qui est une plateforme de recrutement spécialisée sur les postes qui fonctionnent 100% en télétravail, principalement dans le secteur de la tech. Donc Rodolphe pourra partager à la fois son expérience et comment il accompagne les organisations
qui souhaite développer des postes 100% en télétravail, mais il pourra aussi partager avec nous son expérience passée de responsable des opérations de la société Buffer, qui est une société anglo-saxonne, qui à l'époque avait une centaine de collaborateurs quand Rodolphe y travaillait, et qui fonctionnait elle-même 100% en télétravail. Donc elle avait une centaine de collaborateurs qui travaillaient complètement à distance, répartis sur 15 pays. Jean-Claude Delgenès, lui a fondé, bonjour Jean-Claude, a fondé le cabinet Technologia, qui est spécialisé dans la qualité de vie au travail et les risques psychosociaux liés au travail. Jean-Claude a accompagné de nombreux grands groupes sur des sujets clés du bien-être de leurs collaborateurs, de risques psychosociaux, notamment en période de crise. Il a notamment accompagné France Télécom à l'époque des crises suicidaires, également La Poste ou Technocentre de Renault. Il a également donné conseil à Société Générale suite à l'affaire Kerviel. Jean-Claude nous parlera plus des enquêtes qu'il lance sur ces différents thèmes. Avant peut-être de enfin laisser la parole à nos deux intervenants, quelques retours du sondage que 25 d'entre vous, auquel 25 d'entre vous ont répondu en préalable à cet événement sur vos pratiques actuelles ou leurs évolutions du télétravail. Donc aujourd'hui, sur les 25 répondants, on voit que la pratique du télétravail dans vos organisations est assez variée, entre 17% n'ayant pas de télétravail du tout, certains fonctionnant 100% au télétravail, et les différents autres se répartissant en 1 à 2 jours par semaine pour tout ou partie des différents collaborateurs. Ce qui ressort, c'est que la pratique du télétravail évolue, plus ou moins en fonction des organisations, notamment en particulier suite à cette période de confinement. Et on voit qu'une grande partie d'entre vous, plus du tiers, voit la pratique du télétravail drastiquement augmenter dans leur organisation. En termes de préférences personnelles, 71% des répondants aimeraient travailler 2 jours par semaine ou plus en télétravail. Donc on peut déjà voir une nette tendance à souhaiter le télétravail, même davantage que ce qu'il peut être, que sa proportion peut être actuelle en organisation, en tout cas sur le panel interrogé. Et enfin, pour la majorité des répondants, le développement du télétravail a un impact effectivement sur le modèle d'affaires de l'organisation et sur les activités. Sans plus attendre, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Claude et Rodolphe autour de cette table. Et donc chacun, n'hésitez pas à faire part de vos questions vraiment tout au fil de l'eau. On les note pour les poser au minimum pendant la section Q&A qui suivra. Donc, bonjour Jean-Claude et Rodolphe. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Peut-être pour vous introduire, peut-être que vous pourrez développer un peu, expliquer quelle est votre activité chacun et en quoi le télétravail est un sujet au cœur de votre activité aujourd'hui. Très bien. Je t'en prie, vas-y. Donc moi, en tant que responsable du groupe Technologia, nous travaillons nous sur, je dirais, les troubles psychosociaux, sur les risques, sur la qualité de vie au travail et bien entendu sur toutes les mutations que peut connaître le travail aujourd'hui. Nous sommes sur cette question du télétravail, non pas depuis 3 ou 4 mois, mais depuis peut-être une quinzaine d'années déjà, puisque nous avons vu pas mal d'expériences qui ont été menées. Nous avons beaucoup travaillé, par exemple, sur le travail à distance pour, par exemple, les visiteurs médicaux qui sont seuls, isolés dans leur voiture, à aller voir les hôpitaux ou aller voir les médecins. Nous avons travaillé sur les grandes réorganisations qui visaient à mettre en place des conciergeries. Nous travaillons beaucoup sur le flex office, sur les open space avec Orange, par exemple. Donc, tous ces métiers, quelque part, renvoient à une nouvelle hybridation entre la vie professionnelle et la vie privée. Et donc, on est au cœur du sujet. Très bien, merci. Rodolphe? Eh bien, moi, je suis tombé dans le télétravail il y a une dizaine d'années. J'ai débuté ma carrière chez Google, qui, à l'époque, commençait à commercialiser des solutions de vidéoconférence, de messagerie et de documentation auprès des entreprises françaises notamment. Et j'ai commencé à avoir des conversations avec des directeurs techniques et informatiques
sur le fait de pouvoir travailler hors les murs et de pouvoir travailler finalement de partout où la connectivité le permettait. Et ça a commencé une réflexion chez moi où je me suis dit, est-ce que dans le secteur qui était et qui est toujours le mien, qui est celui des nouvelles technologies, est-ce qu'on peut mener une carrière intéressante et ambitieuse dans des sociétés qui sont intégralement en télétravail? Et c'est là où j'ai commencé à creuser ce sujet. Et j'ai passé 3 ans donc, à aider une société à grandir de 15 à une centaine de collaborateurs en recrutant des personnes absolument partout. C'est-à-dire que nos fiches de poste n'avaient aucun critère géographique, dans des critères légaux. Les États-Unis ne peuvent pas recruter dans 5 ou 6 pays avec lesquels ils sont en guerre, mais au-delà de ça, on peut recruter partout. Et en voyant cette expérience assez intéressante, puisqu'on est dans le club Future of Work, donc c'est une expérience que je considère assez niche, mais qui avait une belle profondeur, j'ai commencé à me poser la question de me dire comment des entreprises qui sont plus traditionnelles, qui ont des bureaux, qui ont des collaborateurs qui viennent, peuvent soit passer au télétravail total, soit proposer quelques postes en télétravail, c'est-à-dire quels sont les différents niveaux parmi lesquels le télétravail peut être une force et un levier. Et ça, je le fais sur ma structure Remotive depuis 2014. Et bien évidemment, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, le Covid nous a tous mis au cœur du sujet, pour le meilleur et aussi pour le pire, puisque le télétravail forcé, c'est très différent du télétravail choisi. Rodolphe, est-ce que tu peux peut-être partager sur ta plateforme, tu as une forme de sélection sur les entreprises qui peuvent effectivement proposer des postes sur sa plateforme, parce que pour toi, il y a un certain esprit qui va avec le télétravail 100%. Oui, je pense que si on remonte dans l'historique du télétravail, il y a des thèmes de outsourcing et d'offshoring qui viennent en tête, sur lesquels un certain nombre de sociétés européennes ou américaines souhaitaient diminuer leurs coûts en externalisant la production, notamment de services informatiques. Et ça, c'est une méthode qui ne nous convient pas, au sens où nous, ce qu'on souhaite mettre en avant, c'est des entreprises qui sont bienveillantes par rapport à leurs télétravailleurs. Ce que je veux dire spécialement par là, c'est qu'on n'est pas dans une logique de outsourcing pour couper les coûts et essayer d'embaucher quelqu'un à un quart du prix à Bratislava, là où elle serait payée une fortune à San Francisco. On souhaite promouvoir et aider des entreprises qui intègrent des collaborateurs dans lesquels il n'y a pas de différence sur les progressions de carrière si on est hors les murs ou si on se trouve en télétravail. C'est pour ça qu'on a une conversation et énormément d'échanges avec les entreprises pour penser à leur culture et la manière dont elles intègrent les personnes, puisque le télétravail, encore une fois, ça peut être assez violent et compliqué quand on le fait pour la première fois ou simplement quand il n'est pas guidé. Merci. Peut-être chacun, finalement, pourquoi télétravailler? Est-ce que c'est dans l'intérêt des collaborateurs, de l'organisation? Pour vous, pourquoi se poser la question aujourd'hui du télétravail? Je pense que, si vous voulez, le télétravail offre un certain nombre d'avantages, mais il a aussi un certain nombre d'inconvénients. Il faut peut-être planter le décor avant de répondre à cette question. Il faut, à mon avis, bien penser ce phénomène social avant crise, pendant la crise et après la crise pour comprendre les choses et comprendre là où on en est et pour éviter peut-être certaines dérives. Avant la crise, vous aviez très peu de gens qui étaient concernés de manière régulière par le télétravail. Vous aviez en fait 7% des actifs qui étaient en télétravail de manière très régulière, essentiellement des cadres, des professionnels techniques, l'astreinte, etc. Et globalement, ça s'arrêtait là, c'est-à-dire à peu près 1,7 million, 1,8 million de personnes en France. Certains avaient déjà travaillé en télétravail. On considère qu'il y avait à peu près 30% des gens qui connaissaient ce mode de travail. Dans les différentes études de la DARES, on le voit bien, mais ponctuellement. Voilà. Avec, je dirais, ce mode de travail, globalement, on avait des process sécurisés en matière de transmission d'informations. On avait, je dirais, des avantages, y compris pour cette population concernée, c'est-à-dire principalement des cadres. Et globalement, ça fonctionnait à peu près bien. Et aussi avec une certaine réticence de la part des employeurs pour aller plus loin, parce qu'en France, on est quand même dans une logique avec, je dirais, un peu, comment dire, avec un management un peu top-down, avec un contrôle, avec je dirais, des situations un peu bureaucratiques aussi parfois, où il faut la présence pour essayer, je dirais, pour contrôler l'activité. Bon, voilà. Donc, on avait cette situation-là.
le Covid, la crise a permis de basculer très vite avec un effet d'apprentissage massif vers, je dirais, une population qui a continué à travailler. Alors, sur les 26 millions d'actifs, auxquels il faut rajouter bien sûr les chômeurs, mais les 26 millions d'actifs, vous aviez à peu près 13 millions qui étaient en chômage partiel. Vous aviez à peu près 7 millions qui ont continué, un peu plus de 7 millions qui ont continué à travailler. Et puis, vous aviez globalement entre 5,5 et 5,8 de personnes qui étaient en télétravail, ce qui est énorme. On a multiplié par 3 en très peu de temps, je dirais, le passage à ce mode de travail, sans véritable préparation. Alors, ce qui est en fait aussi remarquable, la capacité d'adaptation, je dirais, des salariés à ce mode de fonctionnement, parfois dans des conditions très difficiles au niveau du travail, exiguïté du lieu, partage de l'ordinateur avec le conjoint qui est aussi en télétravail ou avec les enfants qui étaient aussi souvent là parce qu'il n'y avait pas d'école, problèmes avec les voisins, de bruit, etc. Enfin, conditions de travail difficiles, conditions de travail aussi parfois difficiles en raison de la bande passante qui n'était pas satisfaisante, et y compris conditions de travail parce que cette tension sociale, cette sinistrose liée au Covid n'aidait pas forcément à aérer les esprits. Donc, tout ça a fait qu'on a basculé très vite dans une activité même un peu, quelque part, démesurée pour un certain nombre de personnes. Il y a eu je dirais, beaucoup de gens à peu près que nous, on a situé dans l'étude que nous avons menée durant l'été, à peu près 30% des gens qui ont été exposés à un risque élevé, ce qu'on appelle le syndrome d'épuisement professionnel. Je vous renvoie au livre que j'ai écrit il y a 3 ans là-dessus. Bon, on avait vraiment des gens qui étaient en suractivité au travail. Et puis, dans ce phénomène, on a vu aussi un certain nombre de personnes qui ont été oubliées complètement, étant jugées non prioritaires. Elles ont été bien sûr basculées en télétravail, mais elles ont disparu des compteurs ou des écrans, où elles étaient là, mais elles n'étaient pas sollicitées en dehors des séances. Et ça a été un peu dévastateur pour ces personnes. Pourquoi? Parce que tout simplement, elles ont commencé à développer une introspection, c'est-à-dire est-ce que mon travail est si utile que cela? Est-ce que j'aurai mon poste à la rentrée? Comment ça va se passer? Est-ce que je ne vais pas perdre mon travail alors qu'il y a déjà on annonce des millions de chômeurs et un désastre économique, etc., etc. Et donc, beaucoup de gens ont été très frappés par cette sous-activité qui était liée au fait aussi de la nouveauté pour les managers. Les managers ont dû s'adapter, pratiquer de l'émulation à distance, pratiquer, je dirais, de l'écoute à distance, mais ils n'y étaient pas préparés. Donc, cette bascule dans un effet d'apprentissage massif a vraiment été très difficile à supporter pour une partie de la population active, non préparée et parfois oubliée, jugée non prioritaire. Moi, j'ai eu par exemple des contacts avec des cadres de sociétés importantes qui me disaient, mais écoutez, moi, je n'ai pas eu d'appel depuis 3 semaines, je ne sais pas ce que je vais devenir, je suis jugé non prioritaire, vous comprenez, c'est difficile pour moi, etc., etc. Et effectivement, c'est difficile parce que le travail est tellement important dans nos vies aujourd'hui. Bien sûr, c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous permet de nous créer au quotidien, c'est ce qui nous permet de donner sens à notre vie, c'est ce qui nous permet d'être quelque part un humain parmi les autres. Et donc, cette situation a pu donner, et c'est vrai, une image un peu délétère entre, je dirais, ce qu'on appelle le burn-out, le surengagement au travail, les troubles que cela peut générer, et puis l'ennui au travail, ça a pu générer effectivement quelque part des difficultés qu'il faut comprendre pour ne pas effectivement les renouveler dans la phase qui vient. La troisième phase, c'est celle qu'on a à vivre aujourd'hui. Alors, encore une fois, le télétravail a beaucoup d'avantages pour répondre à la question de Solène. Il y a une empreinte carbone qui est limitée. On évite bien sûr les transports en commun dans une période de contamination. Ce n'est pas non plus, je dirais, innocent quand on voit les secondes vagues qui viennent aux États-Unis, dans certains pays, etc. On n'a pas fini avec cette épidémie. Troisième aspect, bien entendu, on peut mieux articuler les temps sociaux, en particulier pour les femmes, il faut le dire, qui restent celles qui ont encore le plus la garde des enfants, et c'est une flexibilité qui peut être avantageuse. Bon, on articule mieux les temps sociaux et puis on est aussi beaucoup plus productif. Une étude chinoise a montré, par exemple, que les personnes en télétravail étaient plus productives de 13%. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils évitent les open space, les flex office, ils évitent un grand nombre de déplacements inutiles. Et c'est vrai que c'est quand même
de ce point de vue-là, assez avantageux pour les gens qui ont, dans l'économie de la connaissance dans laquelle on est, une réflexion à mener. Enfin, autre avantage, c'est bien sûr la question, je dirais, du maintien de l'activité dans des conditions difficiles. Hein, comme qu'on a pu le connaître, il vaut mieux être en télétravail que de ne pas avoir de travail du tout. Et on peut, comme l'a expliqué tout à fait Rodolphe tout à l'heure, créer à partir de ce canal de cette connectique des jobs nouveaux. Alors, ceci dit, et c'est pour ça que moi je suis pour le télétravail, je suis pour l'étendre au maximum de personnes, mais je suis pour le réguler. Pourquoi? Parce que le télétravail aussi a un certain nombre d'inconvénients et qu'il faut vraiment bien situer. Parce que si on ne situe pas les inconvénients, on risque de s'exposer demain à des retours de bâton. Pourquoi? Parce que le télétravail n'est pas non plus la panacée totale. Je vous interromps, Jean-Claude, juste avant de passer aux inconvénients, tant qu'on est sur la partie positive et l'intérêt du télétravail. Rodolphe, peut-être, est-ce que vous pouvez partager votre expérience, par exemple, chez Buffer, et comment est-ce que votre centaine de collaborateurs vivaient le fait de travailler 100% à distance? Est-ce que ça a fonctionné bien? Oui, le télétravail est intéressant puisque, comme l'a dit Jean-Claude, le contexte est très important. C'est-à-dire s'il est choisi, s'il est subi, si les facteurs exogènes tels que une crise sanitaire, une crise économique et en plus un phénomène de désociabilisation très rapide, au sens où on nous sort du bureau et on se projette sur de nouveaux usages d'un vendredi jusqu'au lundi, ça peut être très compliqué. Et ça, c'est ce qu'on a vu et vécu pour la plupart sur les quelques derniers mois. Au niveau expérimentation et futur du travail, moi j'ai eu la chance, entre 2014 jusqu'à aujourd'hui, d'être sur des équipes qui sont intégralement en télétravail. Et c'était des contextes assez particuliers, des expériences, si vous voulez, puisque c'est des entreprises de technologie où chaque personne qui postulait pour rejoindre cette structure avait un contrat clair devant lui ou devant elle. Ils savaient qu'ils allaient vers une société qui n'avait pas de bureau, qui allait se rencontrer physiquement 2 à 3 fois par an en prenant un avion, mais pour autant, ils étaient au courant des usages et ils avaient accepté ce pacte quelque part. Là où aujourd'hui, on est plus dans la transformation et la gestion du changement, ce qui est un petit peu différent, je crois. Et donc, dans mon expérience, c'était très inspirant de voir des personnes, souvent des personnes dans le milieu de l'informatique, dans le milieu du logiciel. On a des très belles réalisations comme l'open source, comme Wikipédia, qui sont des projets qui sont en fait créés par des personnes qui ne se sont jamais rencontrées, qui collaborent en ligne et dont le tissu social se fait à travers quelques interactions, mais qui sont plus sur la mission que sur leur vraie interaction. Et nous, notre travail à l'époque, quand on recrutait des personnes qui qui venaient de tous les continents, c'était d'essayer de mettre du lien, en fait. Comment on arrive à tisser du lien pour que le télétravail soit un pont entre deux moments où les personnes se rencontrent. Se rencontrer, créer du contexte, même pour moi qui suis très impliqué dans cette démarche de télétravail, ça reste clé. Le télétravail permet de maintenir cette connexion et tout notre travail, c'était d'être à l'écoute des personnes et de recréer du contexte jusqu'à ce qu'on saute dans un avion ou un train ou une voiture et qu'on puisse revoir ses collaborateurs pour se créer de nouveaux souvenirs et cette nouvelle complicité aussi. Et ça pouvait passer par des petites choses qui paraissaient des détails, mais qui ont tellement de signification, comme par exemple avoir un club de lecture, choisir un livre qu'on va tous lire et on va se rencontrer en dehors du cadre du travail pour discuter de ce livre, qui n'est d'ailleurs pas nécessairement lié au travail, ou bien pouvoir jouer à des jeux ensemble, pouvoir interagir, pouvoir mettre une place où les parents, qui sont tous télétravailleurs, ont souvent plus en commun quand ils sont à Rio de Janeiro et à Moscou, puisqu'ils sont en situation de télétravail, qu'avec leurs voisins directs qui, eux, peuvent être dans des mouvances différentes. Donc de manière explicite d'un point de vue managérial et implicite en favorisant les échanges des personnes entre elles, en disant par exemple, allez discuter une demi-heure par semaine avec une personne aléatoirement choisie pour recréer un certain contexte avec ce moment machine à café, on arrivait à faire quelque chose qui maintenait la culture pour les personnes qui avaient opted in, qui étaient eux-mêmes sélectionnés pour entrer dans ce processus, jusqu'à la prochaine fois que vous allez voir la personne dans ce qu'on appelait des retraites d'entreprise qui rassemblaient l'intégralité des collaborateurs. Et pourquoi Buffer, justement, avait ce format 100% télétravail? Quel était l'objectif initial? L'objectif initial, en fait, le premier problème qui est en train de se recréer en 2020, c'est que les fondateurs n'avaient pas un visa suffisant pour rester sur le sol américain.
Et ils avaient cette hygiène de travailler de manière asynchrone, ce qui est un autre sujet du Future of Work qui est en train de monter, avec un minimum de réunions. Et ils avaient déjà l'habitude de se déplacer et d'être assez mobiles dans leur manière de travailler. Le premier collaborateur était une personne qu'ils connaissaient, qui est venue d'Angleterre. Et ensuite, le constat était le suivant, de dire que les outils étaient assez bons et les processus mis en place étaient de bonne qualité. Donc, l'entreprise était capable d'embaucher des personnes, où qu'elles soient, sans avoir à rester sur certains critères, puisqu'on pouvait avoir ensuite des personnes d'Afrique du Sud avec des personnes d'Argentine qui discutaient avec Taïwan. Et ça créait quelque chose qui était intéressant au sens où ça pouvait accélérer les interactions, comme parfois des personnes pouvaient travailler avec l'avantage du décalage horaire ou les ralentir. Si on faisait mal notre travail et que l'information ne passait pas, eh bien on pouvait avoir 4 jours de décalage entre 2 week-ends qui se superposaient, puisqu'on s'étalait de Hawaï jusqu'à San Francisco. Peut-être, si tu permets, Solène, il y a une question qui tombe là-dessus. Comment construire la culture, c'est une question de Villegas, comment construire la culture d'entreprise dans un monde 100% télétravail? C'est le choix qui avait été fait à l'époque, que je continue à voir dans un certain nombre d'équipes, c'est d'être très, très explicite et très, très droit sur ses valeurs. Souvent, c'est des entreprises qui sont un peu plus petites, c'était des entreprises entre 50 et 500 personnes. Certaines sont déjà plus de 1000 employés, sont valorisées au-dessus d'1 milliard de dollars. Ces entreprises entièrement remote, sans bureau dans le domaine de la technologie. Et certains des usages, c'est d'être dans une culture de documentation et de recruter des personnes qui vont se sentir bien dans ce milieu-là. Bien dans ce milieu-là, ça veut dire être d'accord avec le fait de ne pas se voir souvent, être d'accord avec le fait de communiquer par écrit et qui, quelque part, ont ce caractère qui va bien au télétravail. Puisque, effectivement, avant de le commencer, le télétravail complet, il est difficile de savoir s'il va vraiment nous plaire. Et dernière parenthèse, on avait aussi énormément de personnes qui travaillaient depuis des coworking spaces, dont je fais partie. Ça veut dire qu'avoir la liberté de choisir où on travaille ne voulait pas nécessairement dire travailler de la maison, comme on l'a vécu et comme on a été contraint. Moi, j'avais une vie sociale très épanouie avec mes collègues du coworking space, tout en choisissant de pouvoir y aller, ou travailler chez moi, ou voyager. Et c'est cette flexibilité que venaient chercher la plupart des personnes qui, encore une fois, n'étaient pas nécessairement cantonnées à la maison et se refermaient socialement. Jean-Claude, je crois que vous n'êtes pas forcément partisan du 100% télétravail. Non, moi je pense que… La bonne temporalité. Et il y a une question qui vient avec, Jean-Claude, Oui. qui est venue de Marco. La première question, c'est le télétravail, ça marche quand tout le monde est au télétravail, mais la collaboration mixte entre télétravaillants et non télétravaillants est difficile. Qu'en pensez-vous? Alors, moi, je ne dis pas que le télétravail ne peut pas fonctionner à 100%. Je pense qu'il est réservé à un certain type d'entreprise. Et il faut éviter, je pense, les comportements moutonniers. Peut-être que des entreprises avec une très forte connotation digitale ou avec une très grande culture, un ciment relationnel sur la marque, par exemple Twitter ou Google, pourrait peut-être être pour une grande partie du personnel en télétravail. Ce n'est pas, à mon avis, la règle pour toutes les entreprises. Un grand nombre d'entreprises, si elles versaient dans un total télétravail, pourraient avoir un grand nombre de difficultés, en particulier au niveau de leur créativité. Simplement, en ce qui concerne, je voulais faire une petite aparté sur ce qu'on appelle l'intelligence connective. Bon, je ne sais pas si vous avez beaucoup travaillé sur ces questions-là, mais on sait que l'intelligence connective n'égale pas l'intelligence cognitive. On a, avec le télétravail, un grand nombre de déperditions à distance dans la communication des êtres humains. Il y a un autre mode de communication qui se fait, mais on perd bon nombre de phénomènes de communication non verbaux. Il y a des problèmes d'interprétation, il y a des problèmes de confusion, il y a des problèmes d'erreur, etc. Donc, déjà, il faut bien saisir que quand vous êtes en face de quelqu'un, même si, par exemple, vous interprétez mal ce qu'il dit, le fait de le voir, de voir sa réaction, de voir son comportement, vous pouvez rectifier, vous pouvez mieux communiquer. Alors, ce n'est pas toujours le cas, mais en ligne générale, vous communiquez beaucoup mieux, vous avez une bande passante qui vous permet de communiquer mieux lorsque vous êtes en présentiel. Et cet aspect présentiel est aussi
essentiel dans la créativité. Par exemple, le MIT, le Massachusetts Institute of Technology, a fait des études sur le QI collectif il y a une dizaine d'années. Ils ont regardé, par exemple, dans un groupe d'une vingtaine de personnes avec des individualités, si le QI global était égal à l'addition des différents QI des personnalités. Et en fait, on s'aperçoit que non, que le QI collectif est largement supérieur et qu'il dépend essentiellement des modes de connexion, d'échange. Et d'ailleurs, il est beaucoup plus tributaire de la présence proportionnelle des femmes au sein de ce groupe. Plus vous avez de femmes et plus le QI collectif est important, plus vous avez une créativité. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les femmes sont beaucoup plus attentives aux autres, elles perçoivent mieux les signaux faibles lorsqu'il y a des problèmes, elles sont plus sensibles aux émotions, et les émotions sont essentielles pour lubrifier, je dirais, à partir de notre cerveau limbique, notre néocortex rationnel. Les femmes sont aussi plus aptes à faire passer la parole et donc à assurer la connexion. En fait, je dirais, l'intelligence collective résulte d'un bon travail, je n'ai pas le temps de trop développer, mais tous ensemble. Or, il n'est pas du tout, je dirais, question de dire qu'avec la connexion informatique, on perd cela, mais c'est autre chose qui se passe. C'est autre chose qui se passe et il faut faire attention en basculant d'une manière trop rapide ou d'une manière un peu moutonnière vers cette solution. On pourrait perdre cette créativité collective qui est la source, je dirais, de la richesse de l'entreprise. Il faut bien le comprendre. Donc, pour moi, il faut faire attention. Donc, ça, c'est la première chose que je voulais dire en ce qui concerne la culture. Alors, par ailleurs, je pense qu'il peut y avoir des difficultés en articulant, pour répondre à la question, entre ceux qui sont en télétravail et ceux qui ne le sont pas. Mais globalement, quand vous avez, je dirais, des rotations, globalement, on peut vraiment mieux gérer un public mixte avec 2 jours maximum par semaine en télétravail que d'avoir tout le monde en télétravail. Parce que tout le monde en télétravail, c'est vraiment un saut dans l'inconnu. Même si certaines entreprises peuvent le faire, ça dépend de leur culture. Voilà, donc ce que je voulais dire. Par ailleurs, ça a été dit tout à l'heure aussi par Rodolphe, je reviens là-dessus. Le télétravail offre aussi vraiment une rampe de lancement dans notre pays à la délocalisation. Quand vous êtes en télétravail, je dirais à Tunis ou à Lyon, c'est quasiment la même chose, sauf qu'à Tunis, les salaires sont 4 fois moins chers qu'à Lyon. Vous voyez, donc, nous sommes un pays très marqué par je dirais, le chômage de masse, par une économie tertiaire. Donc, il faut réfléchir aussi, si on généralise trop, si on n'encadre pas cette évolution vers le télétravail, on risque d'avoir aussi un appauvrissement massif de l'emploi. Enfin, une question qui me paraît essentielle, ça a été dit aussi peut-être sur la manière de gérer les uns et les autres. Le télétravail peut nous ramener en arrière en matière de gestion des êtres humains vers ce que j'appelle la tâcheronisation, c'est-à-dire qu'on est jugé essentiellement sur ce que l'on livre, on n'est plus jugé sur les autres apports que l'on peut avoir en proximité, en soutien, en transfert d'intelligence, etc. On est souvent jugé essentiellement sur le travail que l'on rend et à l'aune du résultat obtenu. Et donc, c'est assez, malgré tout, réducteur pour évaluer un être au travail que de le réduire essentiellement à sa production. Et ça nous renvoie à un siècle en arrière quand un certain nombre d'employeurs disent, par exemple, moi je donne souvent cet exemple, mais c'est concret, je viens des Vosges, dans ma famille, mes cousines, j'ai un certain âge, recevaient le bois et le rotin le lundi pour faire des chaises et le vendredi, leur employeur venait chercher les chaises qui étaient fabriquées, mais elles n'étaient payées que si les chaises étaient bien. Et quand les chaises étaient un peu bancales, eh bien, elles n'étaient pas payées sur ce qu'elles avaient fait. Et aujourd'hui, ce retour pourrait donc déstabiliser encore plus et organiser un précariat. Pourquoi ? Parce que la mensualisation, c'est aussi les retraites, c'est aussi la protection sociale, c'est aussi tout cela. Donc, attention à ne pas aller trop loin. Enfin, une chose essentielle qui n'a pas été dite, mais qui doit être dite, sur la question, je dirais, de cette généralisation, encore une fois, massive, on aurait sans doute à terme aussi la réapparition de ce qu'on appelle le néo-taylorisme, c'est-à-dire ceux qui pensent et ceux qui exécutent avec un phénomène top-down. Donc, attention à ne pas forcément aller trop loin dans ces logiques.
Moi, je suis pour le télétravail qui soit régulé. La régulation aussi, c'est au fait aussi, je le tiens à le dire, dans un univers de travail, les intérêts des salariés et les intérêts de l'entreprise ne sont pas forcément tout le temps convergents. Il faut aussi pouvoir réguler. Si tout le monde était en télétravail, comment ça se passe? Comment ça se passe par rapport aux acteurs représentant le personnel? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Mais la principale question pour moi, c'est l'émulation à distance, c'est la créativité et les pertes en ligne que peuvent subir les entreprises. Parce que Jean-Claude, peut-être pour justement sur ce point, Rodolphe, sur ton éclairage quand vous travaillez chez Buffer, comment est-ce que vous travaillez en équipe? Est-ce que l'intelligence collective avait sa place chez Buffer? Et comment, sur le second point aussi apporté par Jean-Claude, comment les managers pouvaient justement voir à distance les conditions de leurs collaborateurs, leur charge de travail et leur satisfaction? Tu es en mute, Rodolphe. Merci, ça m'arrive toujours après toutes ces années. C'est vrai que cette notion de management à distance, que ce soit sur le contrôle, la vérification, la mission, elle évolue aussi. Je pense qu'il y a un gros thème de confiance qui se crée et de bienveillance qui a besoin d'être là aussi, puisqu'effectivement, on n'a pas tout le contexte d'une personne que l'on peut voir physiquement. Donc, on est vraiment sur un management différent, on est vraiment sur une interaction différente. Dans le monde de l'informatique, de lequel je gravite, il y a effectivement ce management à l'objectif qui est l'héritage des sociétés de technologie de IBM, Intel et d'autres qui sont poussées maintenant dans des sociétés comme Google et jusqu'aux plus petites sociétés qui ont tendance à clarifier les missions et les fiches de poste pour que le résultat soit tangible. C'est vrai que ça ne se prête pas nécessairement à tous les métiers, ou en tout cas, il faut savoir élargir ces définitions, puisque, comme Jean-Claude l'a très bien dit, que ce soit sur la transmission des connaissances, que ce soit sur la proximité, on ne peut pas absolument tout quantifier avec des formules magiques. Un exemple très concret d'indicateur qui nous a éclairé sans pour autant tout résoudre, quand nous avions nos 80, 100 salariés en télétravail, on avait installé un logiciel supplémentaire sur notre messagerie Slack, qui est donc la messagerie instantanée, qui permettait à intervalles réguliers, de manière hebdomadaire, de poser des questions qui étaient agrégées et anonymes pour avoir cette fameuse boîte à idées qui est recréée avec la satisfaction, avec les peurs, avec les anxiétés. Et comme on arrivait à une masse critique assez importante pour que l'anonymat soit respecté, on pouvait effectivement prendre le pouls de l'entreprise au-delà des discussions individuelles. Mais, encore une fois, ça ne remplaçait pas le fait de se voir. Le fait de se voir, que ce soit tous les trimestres, ou au grand maximum 2 fois par an, était critique pour reconstruire une esprit d'équipe et continuer à interagir. Donc je pense qu'en fait, on a 2 choses qui vont se créer. Il y a des sociétés comme Buffer et celles que j'ai pu citer, qui sont les apôtres du télétravail total, qui ont fait, je pense, la preuve par l'exemple qu'on peut innover, pour revenir à la question de Soleil, qu'on peut créer en ligne, puisqu'aujourd'hui, c'est des sociétés parfois de plus de 500 ou 1000 personnes, avec des capitalisations boursières de plus d'1 milliard de dollars, qui sont parties de 2 personnes quelque part dans le monde entier. Donc, il y a un nouveau modèle d'interaction qui se crée. Ce n'est pas, à mon sens, transposable dans l'État à toutes les structures. Et je pense que le futur, pour des raisons sociologiques, économiques, de territoire aussi, j'ai rajouté dans le chat Zoom 2 liens vers des départements français, l'Eure-et-Loire et la Haute-Marne, qui font la promotion du télétravail pour enrichir ces territoires et dire « je suis à 2h30 de Paris, venez télétravailler chez moi pour 8 fois moins cher que Paris », on se rend compte qu'en fait, il y a un changement sociétal. Et je l'appuie par 2 chiffres, 2 études qui sont sorties en mai et juin 2020. Quand on a demandé aux Américains, qui sont plein Covid, encore pire que nous pour le moment, comment vous vouliez travailler après la crise, la moitié d'entre eux, 50%, ont dit on aimerait avoir plus de travail au sortir de ça. Tous en télétravail, je ne crois pas, plus de télétravail, en voyant ce que disent les entreprises françaises, comme Peugeot, qui veut devenir par exemple télétravail par défaut pour les personnes qui n'ont pas de lien avec la construction des voitures. Je pense qu'on va aller vers ça. On a aussi 60% des millénials et de la génération Z aux États-Unis qui déclarent vouloir plus de travail au sortir de cette crise. Donc, le prix de l'immobilier, la crise économique, l'incertitude sanitaire, je pense, et aussi le fait que la France est construite avec le TGV et plein de choses, l'aménagement des territoires, fait que le plus de télétravail, les longs week-ends, la semaine fractionnée,
pouvoir passer du temps à la maison, voire avec ses enfants, tout en étant dans un contexte de home office, ça, je pense, pour les entreprises de toute taille, cette flexibilité, elle est amenée à évoluer. Oui, je pense que tu as fait raison. Il y a une hybridation qui va se faire et qui va se complexifier entre les temps sociaux. Encore une fois, je partage totalement cela. L'idée, c'est d'éviter d'être dans des phénomènes moutonniers où les gens se saisissent, etc. Et avec le risque d'avoir des conséquences pour les salariés comme pour les entreprises. Parce que c'est un phénomène social qui doit être encadré. On ne l'a pas dit, mais on aurait peut-être pu définir que le télétravail, au départ, doit, pour moi, faire l'objet d'une véritable discussion au sein de l'entreprise avec la signature d'un accord. Bon, à la limite, l'élaboration d'une charte qui doit être respectée, avec aussi des moyens qui sont adressés. Pourquoi? Parce que là, on a basculé massivement. Certaines personnes ont dû travailler avec l'ordinateur du fils ou avec l'ordinateur du conjoint, etc. Donc, on n'a pas pu préparer, mais il faut organiser en octroyant des moyens pour permettre le télétravail dans de bonnes conditions. Voilà. D'autant que le télétravail est très productif de ce point de vue-là parce que beaucoup d'employeurs l'utilisent aujourd'hui aussi pour limiter l'allocation de mètres carrés. Ça va changer énormément dans les années qui viennent les affectations de mètres carrés avec des réductions de surface, d'autant qu'il y a une très grande incertitude qui pèse avec la seconde vague sur les problématiques de qualité de l'air dans les grandes tours de la Défense. Je ne sais pas trop comment les choses vont se passer, puisque nous sommes très en retard en matière de qualité de l'air en France. Et si on a un cluster qui part, par exemple, dans une des tours en septembre-octobre à la Défense, on aura, je dirais, là, véritablement, le recours massif encore plus au télétravail. Au-delà d'une question de Benoît Valla, au-delà des avantages et risques, quels sont les do's and don'ts? Y a-t-il des différences selon les secteurs d'activité? Je n'ai pas compris. Quels sont vos recommandations, vos conseils de bonnes pratiques ou de mauvaises pratiques? Je réponds, puis je laisse la parole après à Rodolphe, mais je pense que Rodolphe a commencé à aborder la question. Il faut, bien qu'on a du virtuel dans la relation, il faut aussi quelque part contrebalancer avec du présentiel. C'est pour ça que moi je dis 2 jours par semaine, c'est déjà beaucoup. Et nous, on a fait une étude en 2014 qui montrait qu'au-delà de 2 jours par semaine, très souvent, à l'époque, ça a peut-être changé aujourd'hui puisque les habitudes, elles changent, très souvent, les gens quittaient l'entreprise au bout de 2 ans. C'est-à-dire qu'il y avait un relâchement, un délitement du lien social et les gens étaient amenés à quitter l'entreprise. Il faut savoir que quand une entreprise est vraiment toujours en télétravail, le lien d'appartenance, il est quand même plus faible. Alors, bien sûr, si vous êtes chez Google ou si vous êtes sur Twitter avec des sociétés qui ont des fortes marques, peut-être pas, parce que vous avez compris les avantages, les salaires, etc. Mais globalement, le fait de ne pas appartenir à une collectivité, vous savez, dans les entreprises, par exemple, vous avez 1/3 des couples qui se font au travail. Donc, par le fait que les gens se croisent, que les gens s'apprécient, qu'il y a des amitiés, il y a des amours, il y a tout ça. Donc, il y a un moment de vie et l'individu a besoin de vivre. Et donc, la question du présentiel est très importante. Il faut l'organiser de telle manière à ce qu'il puisse peut-être suppléer à un virtuel et il faut organiser les deux. Nous, par exemple, on a beaucoup travaillé, comme je disais en entrée, sur les visiteurs médicaux. Bien, les visiteurs médicaux qui sont toute l'année dans leur voiture à faire, y compris du télétravail le soir, il fallait, on a organisé de telle manière les choses que tous les trimestres, ils avaient une grande conférence tous ensemble pour pouvoir discuter du travail, mettre le travail en débat, trouver des astuces pour leur vente, nouer des amitiés tout simplement. Parce que le travail reste le lieu essentiel de la socialisation de l'individu. Et encore une fois, le télétravail mal maîtrisé conduit à l'isolement de l'individu, peut générer pour certaines personnes des problématiques de risques psychosociaux, de dépression. Il y a aussi une chose qu'on n'a pas dit et que je tenais à dire, dans le côté, il y a aussi un phénomène générationnel. Les jeunes sont beaucoup plus enclins au télétravail parce qu'ils maîtrisent mieux les technologies que les plus anciens. Il y a une fracture aussi technologique qui est bien présente. Et pour autant, les anciens ont de la connaissance et il faut éviter que cette fracture n'aboutisse à une perte de compétences. Donc, tout ça, il faut le gérer. Et il faut le gérer pas à pas en évitant les effets de
de bascule trop rapide et en ayant aussi une régulation, en gardant 2 jours par semaine. C'est beaucoup déjà et ça permet de limiter les risques pour les salariés et surtout pour leur employeur. Parce que quand vous avez la culture qui s'en va, quand vous perdez, y compris les meilleurs qui sont bons parce qu'il n'y a plus de lien d'appartenance, là, vous êtes dans une situation difficile après. Rodolphe ? Oui, sur les recommandations, je pense que… Alors, la création du lien, je pense que c'est un peu unique, puisque tout dépend de l'ADN de la société, effectivement. S'il y a beaucoup de liens en présentiel et que les personnes valorisent leur présence pour cette raison-là, je pense que le perdre, c'est quelque chose d'assez dramatique. Je pense qu'il y aura aussi, dans les années à venir ou à partir de maintenant, des personnes pour qui le lien avec la société sera plus libéré, la société au terme de l'entreprise. Le lien avec l'entreprise sera plus libéré et c'est justement grâce à la flexibilité qu'ils vont gagner, arrêter de faire 1h30 de RER tous les matins et tous les soirs, qu'ils vont justement resociabiliser hors du travail, en association, parents d'élèves, etc. Et potentiellement changer le rapport à l'entreprise sur, bien ou mal, on verra, sur une logique plus d'exécution et moins de socialisation. C'est ce qu'il pourrait se passer, c'est une des nombreuses options. Le petit conseil que je donne souvent, c'est quand on pense à faire du télétravail, que ce soit total ou partiel, c'est d'être juste. Et quand je veux dire être juste, c'est-à-dire que ça doit être fait en concertation avec les personnes qui sont déjà dans la structure. Et ensuite, il est très intéressant de regarder comment le management et le leadership réagit à ces annonces. Si vous faites une belle annonce de dire « vous pouvez être hors les murs 2 jours par semaine », mais que l'intégralité du COMEX et des dirigeants ne le font pas, eh bien, vous avez une dissonance cognitive et on se rend compte qu'en fait, quand viendra le temps des promotions, eh bien, l'absent a toujours tort. Je pense qu'il y a beaucoup de mimétisme dans les entreprises, comme dans la vie en général, et qu'il faut arriver à faire quelque chose qui est tenable, aussi juste pour les employés au niveau des valeurs que des envies, mais aussi qui est applicable pour toutes, puisque le 2 poids, 2 mesures est une incroyable création de frustration qui, je crois, reste longtemps dans les entreprises. Donc, essayez d'être juste au maximum, serait mon conseil. Je voulais compléter par ailleurs justement ce que disait Rodolphe sur la question de la promotion. J'ai vu qu'il y avait une question sur ce sujet-là. Il y a une étude qui a été faite sur 500 télétravailleurs en Chine dernièrement et qui a montré qu'on avait des gains de productivité de 13%. Si on rajoutait les gains liés à l'immobilier, enfin les espaces gagnés, on était à 20%. Et globalement, les gens étaient assez satisfaits. Mais au bout d'un certain temps, on s'est aperçu que avec cette productivité plus importante, pour autant, les gens qui étaient en télétravail étaient moins promus que ceux qui étaient en présentiel. Et vous avez compris un phénomène, je dirais, d'usure de ce mode de travail. Et la moitié des personnes qui étaient en télétravail ont désiré revenir au travail. Vous voyez, donc c'est compliqué. Et on voit bien que la question du management, la question des moyens, la question de la réflexion collective. Il faut avoir une réflexion collective. Rodolphe dit très bien, il faut vraiment une réflexion collective pour éviter de perdre des éléments essentiels de la culture de l'entreprise. Et il faut pouvoir tous décider ensemble d'une charte de progrès, d'une charte, je dirais, d'usage, avec des modalités qui permettent de limiter les risques, y compris de revenir au travail lorsqu'on voudra éventuellement revenir en présentiel. Voilà, moi je suis pour qu'on soit dans cette logique-là, c'est-à-dire une logique participative avec des moyens, et là ça peut fonctionner très bien sans s'enferrer dans des logiques, on bascule. Moi j'ai entendu des entreprises qui disaient du jour au lendemain, on sera demain tous en télétravail. C'est une hérésie, parce que là c'est sur le plan managérial, c'est une connerie, c'est des attitudes moutonnières qui conduisent à basculer les gens qui ne peuvent pas être en télétravail. Il y a certaines personnes qui n'ont pas d'autonomie suffisante pour être en télétravail, par éducation, pour différentes raisons. Donc, il faut faire attention à traiter les choses d'une manière adaptée. Pour revenir sur la productivité, il y a une question qui pose aussi, est-ce que cette productivité dont vous parlez en Chine de 13 ou 20% n'est pas court terme et qu'en fait, si la créativité et l'innovation est plus forte en non-télétravail, est-ce que ce n'est pas qu'à long terme, il n'y a pas un effet de productivité si fort? Moi, c'est une excellente question. Je vous renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur l'étude sur l'intelligence collective qui a été produite par le MIT. Je pense qu'on n'a pas de recul suffisant aujourd'hui pour dire quelle est, en fin de compte, l'efficience
de ce mode relationnel dans la créativité. Il faut attendre 10 ans peut-être pour pouvoir vraiment mesurer les effets qui sont générés par ce type d'organisation. Et c'est pour ça que, je dirais même les grandes entreprises, Google et autres, prennent des mesures pour permettre aux gens d'échanger, parce qu'on sait très bien que c'est dans les brainstorming, parfois, je dirais, non préparés, à la machine à café ou comme ça, par des rencontres qui se font, que l'innovation émerge, que l'innovation va se créer par l'interaction des êtres humains ensemble. Et quand vous perdez ça, vous perdez énormément. Hein, vous perdez énormément. Et vous ne vous rendez pas compte de cela. C'est pour ça que la mise en place d'un tel dispositif peut être vraiment une voie sans issue pour un grand nombre d'employeurs. Il faut faire attention. Il faut être prudent. Merci. Sur toujours la question des bonnes et moins bonnes pratiques, Rodolphe, est-ce que tu pourrais partager, je crois que chez Buffer, vous aviez des pratiques dédiées et particulières à la fois en termes de feedback, en termes de recrutement, très liées justement à votre contexte de 100% télétravail. Est-ce que tu pourrais en parler et dire en quelle mesure tu penses que ça peut s'appliquer, être réplicable, même pour du télétravail partiel? Oui, je pense que ce type de société s'inscrit dans une logique très anglo-saxonne et explicite. C'est une logique de documentation, ce qui veut dire que, comme on interagit en ligne, par exemple, tout ce qui se passe, tout ce qui se déroule dans un logiciel de messagerie instantanée ne devrait pas faire foi, au sens où, comme dans une conversation qui a lieu dans un couloir, on ne va pas nécessairement se souvenir, en tout cas les autres personnes ne vont pas bénéficier de cette conversation. Buffer, comme beaucoup d'autres sociétés, ont décidé d'absolument tout documenter, et quand on arrivait sur un cas particulier, une discussion, quelque chose de cocasse, il fallait l'écrire pour que les autres personnes puissent y avoir accès. Un exemple de GitLab, une société américaine de plus de 1000 employés, qui fonctionne aussi sans bureau. Aujourd'hui, ils ont un manuel qui est extrêmement épais, le manuel qui s'appelle le Handbook. Si on devait l'imprimer aujourd'hui, ce manuel, il ferait plus de 3500 pages. Parce que, au fur et à mesure des personnes qui sont arrivées dans différents pays, des équipes qui se sont agrandies, ils ont dû documenter encore et encore et encore. Ça pourrait paraître être un millefeuille administratif et indigeste, sauf qu'aujourd'hui, on a la capacité, avec les moteurs de recherche, d'extraire très rapidement l'information et, comme Wikipédia, arriver sur le paragraphe qui nous intéresse. Donc, on essaie au maximum, une fois qu'on a effectué une tâche, de pouvoir la retransmettre à une personne de telle manière à ce qu'on puisse, sans trop d'interruption, passer ce projet à une autre personne, ou en tout cas mettre au courant des personnes qui n'étaient pas présentes dans l'appel. C'est aussi une culture de travail asynchrone qui dit qu'on essaie de basculer d'un modèle de réunion type, on doit absolument être tous autour d'un Zoom call pour se parler, à dire on va faire des petites expériences. Une expérience, par exemple, c'est dire pas de meeting le mercredi. Le mercredi, sauf s'il y a un tremblement de terre incroyable, il n'y a aucun meeting qui est pris pour que les personnes, qu'ils ou elles soient techniques ou non, aient de longues plages horaires sans aucune interruption pour pouvoir travailler. Et ce que partagent souvent les personnes qui basculent en télétravail, pour le meilleur ou pour le pire, c'est retrouver cette capacité de concentration, de ne pas être interrompu et de ne pas avoir la pression sociale de devoir répondre à ce message instantané, de devoir répondre à cette notification qui dit que la réunion est dans 5 minutes, qui permet aussi de rattraper une partie de l'innovation qui pouvait se passer en interaction aussi. Donc, c'est une méthode un peu différente qui est plus solitaire, qui est plus documentée et plus liée à l'objectif aussi. Et ces trois choses soulignent encore plus que pour une personne qui n'a pas l'habitude de ça, l'écart est assez grand, donc il faut y aller progressivement si on souhaite y aller partiellement ou totalement, puisque ce n'est pas des usages auxquels tout le monde est habitué dans le monde du travail. Une autre question sur le chat. Selon vous, y a-t-il des différences selon les secteurs d'activité et selon les fonctions? En particulier, peut-on mettre en œuvre le télétravail de manière significative dans les fonctions commerciales? Commencez-vous. Je peux répondre rapidement en ce qui me concerne. J'ai un ami qui est avocat en Suisse, qui est un grand avocat qui est à la fois en Suisse, il intervient aussi à Paris aussi. Et justement, je discutais de ça la dernière fois avec lui par rapport à ses clients. Et lui, il fait beaucoup de télétravail à partir de la Suisse. Et il me disait justement que
en fait, rien ne remplace le contact à un moment donné pour pouvoir conclure une affaire, parce que les cabinets d'avocats font aussi des affaires. Et voilà, donc lui, à un moment donné, quand il veut conclure, il est obligé de rencontrer les gens. L'approche peut être intéressante pour entretenir, pour préparer, pour entretenir un lien, pour préparer, pour bien sûr se manifester. C'est très utile. Et bon nombre de contacts relationnels en présentiel peuvent être transférés. Par contre, les réunions, je dirais, conclusives ou les réunions où il y a de très forts enjeux, il vaut mieux voir les personnes, partager un moment réel avec les personnes. C'est très intéressant. Je suis assez d'accord que ça dépend de la seniorité, des métiers, des enjeux et de l'industrie. La seniorité tout d'abord, puisque moi j'étais junior sur un plateau d'appel et je passais 100 à 150 appels téléphoniques pour vendre les solutions de Google. Donc j'ai vécu cette émulation d'être 8 personnes autour d'un plateau et faire de l'acquisition téléphonique. Je pense qu'il y a une valeur là-dedans, dans le fait d'être en présentiel quand on est un commercial ou une commerciale junior. Ça, je le reçois tout à fait. Quand on est sur des ventes plus seniors, je pense qu'un certain nombre d'interactions peuvent être faites à distance. Encore une fois, certaines entreprises le prouvent, même si traditionnellement, et là on revient vraiment aux traditions, si depuis 50, 100 ou 500 ans, les grandes affaires se signent en face à face et qu'on a cette culture du travail inculquée depuis des générations, certains deals importants dans des métiers qui sont aussi des métiers de représentation, qui sont le conseil, l'audit et le droit, je pense, ont besoin d'être faits en face à face et on continuera de vendre des Airbus en présentiel, même si, pour la petite anecdote, le fondateur de Zoom, la solution qu'on utilise aujourd'hui, a fait sa levée de fonds qui, je crois, était autour de 50 millions de dollars, sans prendre l'avion et seulement en interagissant avec des personnes qui étaient prêtes à ce type d'interaction. Donc je pense que si votre industrie a cette envie, maturité ou juste cette culture, c'est très bien. Si vous êtes dans un contexte différent, c'est plus compliqué. Mais je voudrais juste conclure sur ce fait qu'il y a des métiers auxquels on ne pense pas nécessairement qui travaillent déjà en télétravail dans les faits. Le métier d'expert comptable, par exemple, parfois on peut voir son expert comptable, mais souvent c'est des fonctions qui sont assez externalisées et en fait qui se prêtent assez bien à ce type d'interaction-là. L'avocat, quand il est interne ou qui est en représentation, c'est vrai, mais les interactions avec legal ou procurement, c'est souvent des personnes qu'on voit moins en fait. Donc, ce qui est intéressant quand on zoome un petit peu, c'est qu'il y a des poches d'interaction, ou en tout cas des poches professionnelles au sein de l'entreprise qui sont déjà dans des logiques semi-remote ou qui ont des métiers qui s'y prêtent déjà plus. Je vais mettre aussi un lien dans le chat d'une enquête qui a été diffusée par nos alumni du BCG et de l'Association nationale des DRH qui traite notamment et qui voit les variantes un peu d'évolution du télétravail en fonction des secteurs et surtout des fonctions. Une autre question, comment faire, peut-être pour vous Jean-Claude, comment faire valoir le droit de grève en télétravail? C'est compliqué. C'est compliqué. Comment dire, c'est une grande difficulté de la régulation sociale lorsqu'il y a des contentieux, lorsqu'il y a des problèmes de tension. Quand tout le monde est en télétravail, c'est vraiment une grande difficulté. Alors, ce que l'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, se mettent en place des méthodes, des applications. Nous, on va en développer une d'ailleurs pour permettre justement ces interactions, permettent malgré tout d'avoir des connexions entre des gens qui sont un peu disséminés partout, puis la DRH et les responsables, les représentants du personnel, pour qu'on ne laisse pas les gens trop isolés. Le problème, c'est l'isolement, hein. Et le problème aussi, c'est la médiation. Ne pas laisser les gens isolés et leur permettre, y compris, de porter vraiment, de dire ce qu'ils ont à dire pour pouvoir trouver des médiations, voire des ruptures. Quand il y a rupture, il doit y avoir. Alors après, sur la question de la grève, oui, on peut imaginer qu'un certain nombre de télétravailleurs décident à un moment donné de tous ensemble se mettre en grève, c'est-à-dire de ne plus télétravailler pour signifier leur opposition à des mesures prises par l'employeur. On l'a dit tout à l'heure, et je pense que Rodolphe a eu raison là-dessus d'avancer, c'est que le télétravail, ça peut être aussi quelque part assez redoutable en matière je dirais, de précarisation, hein. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment, avec cet outil, mettre les gens dans des situations de dépendance, voire
baisser les salaires en prenant d'autres accointances dans d'autres pays, etc. Donc, il faudra, de toute façon, repenser peut-être un peu le droit du travail, le code du travail dans cette affaire pour pouvoir mieux réguler je dirais, ces aspects qui sont un peu encore dans des zones non visitées, non pensées. Question d'Alastair. Est-ce que le télétravail va de pair avec des contrats du type portage salarial ou facturation par projet au lieu des CDI? Ben oui, c'est ce qu'on a dit, c'est-à-dire que c'est la partialisation des tâches qui peuvent être, on le voit dans le métier du journalisme aujourd'hui de plus en plus, vous avez depuis 10 ans, nous on a fait beaucoup d'études sur les journalistes et on voit la précarisation avec la montée du nombre de pigistes et donc des gens qui sont de plus en plus, alors même si la pige n'est pas un travail, comment dire, un contrat à durée déterminée, c'est un contrat à durée indéterminée, il y a une relation avec le donneur d'ordre, mais la rémunération, elle peut fortement varier. Vous voyez, donc, la partialisation des tâches par le télétravail, lorsqu'on est jugé essentiellement sur ce que l'on livre, ça, c'est quand même assez contraignant. Ça offre de la liberté, certes, mais c'est contraignant. Rodolphe, tu peux peut-être partager, tu me parlais je crois, de 2 sociétés dont justement le business model se basait justement sur le portage salarial. Oui, je pense qu'on voit une évolution assez intéressante en début 2020, qui n'est pas nécessairement liée au Covid, mais qui a été accélérée par ce mouvement, effectivement, d'ouvrir les frontières au niveau du portage salarial, qui a souvent été un milieu assez obscur, puisqu'il est compliqué d'embaucher une personne dans 170 ou 180 pays différents. C'est possible, mais traditionnellement, ça a été des cabinets de conseil spécialisés qui ont tenu et bien tenu ce marché-là, avec typiquement une structure de pourcentage sur le salaire brut de la personne que vous embauchez. Aujourd'hui, la nouvelle vague des sociétés comme remote.com, letsdeal.com, je rajouterai les liens pour ceux que ça intéresse, c'est des sociétés qui proposent une logique plus souple où vous avez en fait un dashboard, vous avez un site internet simple et ils ont travaillé en amont avec les avocats de ces 170 pays pour proposer de 2 choses l'une, soit un contrat de freelance exclusif, soit complètement une thématique de portage salarial en créant leur propre succursale dans les pays où on leur a demandé et ils peuvent employer en votre nom une personne légalement partout dans le monde. Le but avoué étant d'ici 1 ou 2 ans, ce qui est déjà le cas pour certains acteurs, de pouvoir employer à travers cette société, donc là on est complètement sur de l'OPEX, des personnes qui sont dans des pays tiers en rentrant dans les attentes locales du pays, en permettant à la personne qui devient salariée, qui était avant prestataire, ça veut dire qu'elle accède potentiellement au système de retraite, elle accède potentiellement au crédit, et aussi, bien entendu, pouvoir bétonner les contrats sur tout ce qui est la propriété intellectuelle et les relations d'embauche et aussi de licenciement. Donc, c'est tout un métier pas DRH, parce que DRH, il y a l'aspect de l'humain qui est très important, mais sur le côté opération, en tout cas financier, toute une nouvelle structure est en train de se mettre en place qui, à ma connaissance, marchait moins il y a quelques années. Oui, c'est de la gestion du personnel international que l'on voit se développer en France, par exemple, avec l'externalisation des centres de gestion, par exemple, dans les pays en Pologne, etc. Vous voyez, donc il y a les logiciels qui permettent cela aussi assez facilement. Je vais être obligé de vous laisser, moi, parce que j'ai une autre contrainte, malheureusement. Merci en tout cas, Solène, d'avoir organisé. Merci à Rodolphe, je suis content d'avoir échangé avec vous. Merci beaucoup. Malheureusement, je ne peux pas rester plus, mais vraiment, c'était très bien. Je pense que j'ai appris pas mal de choses et je suis très content de cet échange. Pour conclure, Jean-Claude, peut-être quel serait pour vous l'enjeu des enjeux et si vous aviez une recommandation, ce serait laquelle? En quelques mots de conclusion. Alors oui, puis je devais donner mon livre. L'enjeu des enjeux, je pense, c'est d'être… On est devant un phénomène social qui paraît assez simple, mais qui ne l'est pas dans ses conséquences. Et donc, il faut vraiment agir en fonction de son passé, de son présent, de ses objectifs, pour éviter d'aller trop vite et de prendre des risques et de se mettre en risque, et de faire en sorte que cette mutation du travail soit une vraie réussite pour tout le monde. Ça peut être une vraie réussite pour tout le monde à la condition que l'on aille chercher les avantages et
qu'on évite un certain nombre d'inconvénients qu'on a largement discutés. Voilà, ça pour moi, c'est les enjeux, c'est la prudence et le fait que l'on mette en débat les situations collectives de travail pour éviter d'être dans des situations à terme délétères. Parce qu'on peut très vite être dans des situations à terme délétères. Et je voulais aussi donner mon livre, puisqu'on en avait parlé, peut-être de recommandations. Je vous invite à lire le livre d'Émile Servan-Schreiber sur l'intelligence collective qui est sorti chez Julliard, qui est un ouvrage vraiment de référence pour moi, qui permet de vraiment réfléchir à cette intelligence collective, et y compris les différents canaux qu'elle peut prendre, y compris avec la connectique aujourd'hui, mais pas que, il n'y a pas que cela. Voilà. Merci à tous en tout cas et à bientôt. Hein. Merci Au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir. Rodolphe, pour ta part, quel serait l'enjeu des enjeux, ta recommandation clé et un livre à recommander? Oui, alors pour moi, l'enjeu des enjeux, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un groupe qui s'appelle le Future of Work sur ce Zoom call, et je pense qu'il faut voir le télétravail comme une conséquence et pas une cause. Je pense que la cause, l'enjeu des enjeux, c'est la confiance à plusieurs niveaux. La confiance que l'on a, nous, employés, vers l'employeur, la confiance de l'employeur vers la flexibilité de l'emploi qu'il peut offrir à ses salariés, et aussi l'enjeu un peu plus large de la société. C'est-à-dire que là, on a la crise sanitaire, on va avoir une crise économique, et on a une génération qui a un rapport au travail qui commence à être assez différent. On a un territoire qui est très centré sur Paris, en France. Et tout ça fait que je pense que le télétravail va être une surcouche à mon avis, de flexibilité qui va être voulue ou subie. Pour les cols blancs, ça va être sûrement voulu, puisqu'on peut faire ce que j'appelle le télétravail caviar, en pouvant passer un petit peu de temps dans les maisons familiales ou un petit peu plus de temps avec les siens. Donc c'est de la qualité de vie en plus. Le télétravail subi, où certains emplois vont partir dans d'autres pays. Donc bien ou mal, on verra. Je pense qu'on est en face à une nouvelle réalité. Et si je devais citer un livre qui parle bien de ça, c'est une petite entreprise de Chicago qui explique son rapport au télétravail, et ça s'appelle Rework, comme retravailler en anglais, Rework, qui explique leur adaptation à ce monde de demain par rapport au télétravail et aussi aux logiques asynchrones. Merci beaucoup, Rodolphe. Avec plaisir. Alors, la partie du coup table ronde touche à sa fin. Merci encore, Rodolphe, pour tout ton partage. Sur ceux qui le souhaitent, donc sur la suite, alors on va voir comment on peut poursuivre nos échanges. Alors il y a évidemment l'outil LinkedIn, mais voir si on peut aussi trouver une plateforme pour pouvoir continuer les échanges par la suite sur ce thème. Maintenant, pour ceux qui le souhaitent, on peut continuer en breakout rooms, donc sur des salles pour échanger en sous-groupe de 6 personnes sur des thèmes liés au télétravail. Il y a eu 2 thèmes qui ont été identifiés via le sondage initial. Le premier thème, qui est comment faire évoluer nos pratiques managériales pour accompagner le télétravail. Le second thème étant quel impact du télétravail sur certains secteurs ou sur mon propre modèle d'affaires, le business model de mon organisation. Donc là, on a exactement 45 minutes qui restent. Donc Magali pourra faire l'affectation. Je vois qu'il y a encore 29 participants. Donc entre ces 2 groupes. L'idée étant de prendre 30 minutes de discussion en sous-groupe, puis de se réunir à nouveau tous ensemble pour une quinzaine de minutes et restituer un peu les conclusions et les idées de nos échanges. Ce que je vous propose, c'est pour chaque groupe d'attribuer peut-être un facilitateur qui va s'assurer un peu de la circularité de la parole, gérer le temps, et un rapporteur qui pourra ensuite restituer à l'ensemble de l'audience les idées qui auront été identifiées. On vous propose également 3 questions par groupe, qui sont vraiment en termes de suggestions, mais n'hésitez pas à apporter vos propres questionnements. Je vais partager le lien de ces slides dans le thème. Et Magali, je te laisse la main pour répartir les personnes selon leur centre d'intérêt. Bravo à toi, Solène, c'est superbe. Merci aux intervenants, surtout. Oui.